avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil frappait violemment l'asphalte craquelé de cette route désertique, perdue entre El Paso et la frontière mexicaine. L'air semblait vibrer au-dessus du bitume, comme si la chaleur elle-même voulait tout faire fondre. Pas un nuage dans le ciel, seulement ce bleu impitoyable, sec, oppressant. Les yuccas et les cactus dressaient leurs ombres maigres comme les griffes d'un désert affamé. Seul le vrombissement d'un moteur brisait le silence, roulant comme un tonnerre mécanique à travers les étendues arides. La moto Harley-Davidson noire s'arrêta lentement au sommet d'une colline isolée. La silhouette de John Carter se découpa contre l'horizon, silhouette noire sur fond d'or, immobile comme une statue. John, 32 ans, ancien officier des renseignements militaires, descendit de sa moto d'un geste lent et précis, comme s'il avait répété ce moment 1000 fois. Son visage, buriné par le soleil et les années de terrain, portait une barbe naissante. Il retira son casque, laissant le vent du désert s'engouffrer dans ses cheveux humides de sueur. Sa veste en cuir noir, usée, poussiéreuse, portait encore l'écusson fané de la 75e division aéroportée, un faucon à l'aile déployée, presque effacé par les années. C'était un vestige, un fantôme de son passé. Ce blason, il avait juré de ne plus jamais le porter. Et pourtant, il l'avait gardé. Comme un rappel. Comme un poids. Devant lui, le désert s'étendait à perte de vue, des kilomètres de roches ocre, de silence écrasant, et de solitude. Une beauté brutale, mais parfaite pour ce qu'il allait entreprendre. Il coupa le moteur. Le silence retomba immédiatement. Un silence absolu, épais, presque vivant. John jeta un regard nerveux à sa montre militaire, 14h47. Il inspira profondément. L'odeur du cuir chauffé, de la poussière et de l'adrénaline. Puis il ferma les yeux. Et un souvenir éclata dans son esprit, aussi net qu'un tir en pleine nuit. Une salle obscure. Des néons grésillants. L'odeur du sang. Un homme, bâillonné, ligoté à une chaise. Son regard paniqué, ses mains tremblantes. Et les cris, ces cris étouffés qui perçaient encore le silence de ces nuits. La voix de son supérieur résonnait dans sa tête. Ce n'est pas un civil, Carter. Il est dangereux. Ce n'est qu'un outil. Tu fais ce qu'on te dit. Mais John savait. Il avait vu la peur dans les yeux de cet homme. Une peur humaine. Une peur réelle. Et ce jour-là, quelque chose s'était brisé en lui. Il rouvrit brusquement les yeux, comme s'il sortait d'un cauchemar. Il essuya une goutte de sueur qui coulait sur sa tempe. Ce n'est pas le moment de flancher, murmura-t-il. Ses mains tremblaient légèrement. Il les serra en poing. Tout allait se jouer maintenant. Il le savait. C'était le point de non-retour. Le sol vibra. D'abord à peine perceptible, comme un battement de cœur souterrain. Puis, peu à peu, le tremblement s'intensifia, faisant danser les grains de sable et les petits cailloux sur le sol sec. Les oiseaux du désert s'envolèrent en panique, comme s'ils pressentaient quelque chose d'anormal. Au loin, à la lisière du paysage brûlé par le soleil, une colonne de poussière se forma, s'élevant lentement dans le ciel. Elle grossissait, engloutissant l'horizon dans un tourbillon ocre. Puis le grondement arriva. Profond. Rythmique. Comme un orage mécanique qui annonçait la guerre. Moins de 5 minutes plus tard, 50 AV militaires surgirent de l'horizon. En formation serrée, les véhicules avançaient comme une armée de fer et de feu, avalant le sol dans un bruit de moteurs rauques et de pneus crissants. Chaque V portait l'insigne d'une unité d'élite, unité d'intervention rapide, transmission, surveillance aérienne. Le genre de déploiement qu'on ne mobilise que lorsqu'il y a une menace nucléaire ou un secret trop dangereux pour être révélé. John Carter resta debout. Seul. Immobile. Comme un roc au milieu de la tempête. Le convoi ralentit progressivement, dans un ballet parfaitement chorégraphié. Les moteurs grondaient encore lorsque les véhicules formèrent un large cercle autour de lui, à environ 100 mètres. L'espace fut cerné. Aucun angle mort. Aucune échappatoire. Puis, d'un coup, tout s'arrêta. Le silence s'abattit.
Un silence pesant, presque surréel. Pas même un souffle de vent. La poussière retomba lentement, révélant la silhouette massive du 1V de tête. Un cliquetis métallique retentit. La portière du véhicule s'ouvrit dans un grincement tendu, et une botte en cuir usé toucha le sol. Un homme descendit lentement, avec l'autorité tranquille de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Casque sous le bras. Lunettes de soleil sombre. Veste de commandement impeccable. Mâchoire carrée, serrée. Regard opaque. Le capitaine Nathaniel Reynolds. 47 ans. Vétéran de 3 campagnes au Moyen-Orient. Cité à plusieurs reprises pour bravoure au feu. Décoré, mais aussi profondément marqué. Hanté, disaient certains, par des décisions prises dans l'ombre. Il s'arrêta à une dizaine de mètres de John. Le soleil derrière lui dessinait une silhouette presque irréelle. 2 statues de guerre se faisaient face, dans un désert devenu théâtre. John Carter, dit-il enfin, d'un ton neutre, presque solennel. Une voix grave, ferme, comme un coup près. John plissa les yeux, puis fit un pas en avant. Capitaine, répondit-il calmement. Je vois que vous avez ramené toute une division. Manquait plus que les hélicoptères. Reynolds ne sourit pas. Il restait de marbre. Quand un homme menace de dévoiler l'un des plus grands secrets de la défense nationale, dit-il lentement, on ne prend pas de risque. Ce n'est pas une menace, capitaine, répondit John, en soutenant son regard. C'est une promesse. Un silence tendu suivit. Le regard de Reynolds se durcit légèrement. Il connaissait cet homme. Il savait que John ne bluffait jamais. Ils avaient vu la mort ensemble, partagé le même sang dans les mêmes fossés. Mais ce jour-là, ils étaient dans des camps différents. Enfin, Reynolds soupira, presque imperceptiblement. Alors on fait ça à ta manière, dit-il. Il leva la main. Immédiatement, l'escouade s'activa. Comme une fourmilière en éveil, les soldats se mirent en mouvement. Les 1V s'ouvrirent, et du matériel ultra sophistiqué fut déployé en quelques minutes. Des drones furent lancés, prenant de la hauteur pour sécuriser le périmètre. Des antennes paraboliques s'érigèrent. Des tentes tactiques jaillirent du sol comme des mirages logistiques. Des équipes de renseignement installèrent des serveurs mobiles. Un satellite de liaison fut établi en urgence. Des brouilleurs de communication furent activés pour empêcher toute transmission extérieure. En moins de 10 minutes, le désert n'était plus un simple paysage. C'était devenu un poste de commandement militaire de niveau 1, capable de coordonner une guerre ou d'étouffer un scandale d'État. John observa tout ça sans ciller. Il savait que chaque seconde comptait. Il savait que ce qu'il allait révéler pourrait changer l'histoire ou le tuer avant même qu'il ait prononcé un mot. Mais il était prêt. Parce que ce jour-là, la vérité avait un nom, un visage, et une volonté de faire. À l'intérieur de la tente principale, la température semblait avoir chuté de plusieurs degrés. Non pas à cause de la climatisation portable qui ronronnait faiblement, mais à cause du poids invisible de ce qui allait être dévoilé. Des câbles serpentaient sur le sol, des écrans clignotaient, et des soldats spécialisés tapotaient sur des claviers dans un silence quasi religieux. Les murs de toile renforcés filtraient à peine les bruits extérieurs, le vent, les ordres brefs, les drones dans le ciel, mais à l'intérieur, le monde entier semblait suspendu à l'instant. John Carter s'approcha calmement du terminal principal, un boîtier noir sécurisé connecté à une station de serveur mobile. Il sortit une petite clé USB renforcée en titane, gravée d'un symbole effacé par l'usure, un simple triangle inversé. Un artefact volé au cœur des ténèbres. Il la brancha sans trembler. Un bip discret retentit. L'écran s'alluma aussitôt, dévoilant un menu d'accès crypté. John entra une série de codes à 256 caractères, les tapant avec précision. Puis il valida. L'interface bascula. Des images apparurent une à une sur les écrans. Une vidéo en vision nocturne montrant une rafle dans un petit village tropical. Une carte satellite avec des cercles rouges indiquant des zones nettoyées. Une liste de noms, hommes, femmes, enfants, tous rayés d'un trait rouge. Des extraits audio. Cible neutralisée, secteur B clair. Aucune arme retrouvée, mais la directive est maintenue. Le journaliste a vu quelque chose.
Il ne doit pas sortir vivant. Puis, un dossier final, estampillé Top Secret Opération Dark Veil Classification Alpha. Le visage de Reynolds se figea. Il blêmit. « D'où tu tiens ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque, à peine audible. John tourna lentement la tête vers lui. Projet Dark Veil. Une opération clandestine menée en 2017 au Honduras. 17 civils éliminés en une nuit. Officiellement des terroristes. Il marqua une pause, fixant le capitaine. En réalité, c'étaient des lanceurs d'alerte. Médecins, enseignants, un journaliste. Ils enquêtaient sur une mine illégale exploitée par un sous-traitant militaire américain. Reynolds baissa les yeux. Son visage trahissait une guerre intérieure. Il connaissait cette mission. Il connaissait ses ordres. Mais il ne savait pas que quelqu'un avait filmé, ni que quelqu'un avait survécu. « Tu n'étais pas censé sortir vivant de cette mission, John, murmura-t-il. Tu n'étais pas censé revenir avec des preuves. John hocha doucement la tête. Je sais. Et vous m'avez laissé là-bas. 3 semaines dans la jungle, à me faire passer pour mort. J'ai vu des choses que je ne peux pas oublier. Et j'ai récupéré ça, au prix du sang. Le silence retomba, lourd, tendu comme un câble d'acier prêt à céder. Reynolds inspira lentement. On entendait presque les rouages de sa conscience grincer. Puis John ouvrit une petite sacoche noire à ses pieds. Il en sortit une enveloppe Kraft, épaisse, scellée. Il la posa sur la table entre eux. « Voici mes conditions, dit-il calmement. Je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas faire tomber toute l'armée. Je veux la vérité. » Il planta son regard dans celui de Reynolds. « Je veux une audience publique devant le Congrès. Je veux que les familles des victimes soient reconnues, indemnisées, que leur nom soit blanchi. Et surtout, je veux une promesse, que plus jamais une opération noire ne puisse être menée sans un contrôle civil indépendant. Jamais. » Reynolds resta un long moment silencieux. Il regardait l'enveloppe comme on regarde un détonateur. Il savait ce qu'elle représentait. La fin d'un système. Un affront à l'impunité. Enfin, il tendit la main. Elle tremblait légèrement. Il prit l'enveloppe sans dire un mot. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Ce n'était plus l'officier loyal à tout prix. C'était un homme qui venait de regarder l'abîme, et qui, peut-être, avait décidé de ne plus y jeter d'innocents. La nuit était tombée sur le camp improvisé, enveloppant le désert dans une obscurité presque absolue, à peine troublée par le bourdonnement lointain des générateurs et la lueur tremblante de quelques lampes tactiques. Le ciel était d'une clarté saisissante. Des milliers d'étoiles y brûlaient, silencieuses, indifférentes au conflit des hommes. Dans une tente reculée, isolée du cœur du camp, le capitaine Reynolds était assis sur un lit de camp. Le tissu tendu sous son poids craquait doucement. Il tenait dans ses mains un vieil album photo, à la couverture effilochée par le temps et la poussière. Ses doigts calleux glissaient lentement sur les pages. Une photo, lui et John, 20 ans plus jeune, en treillis, l'arme à l'épaule, le regard durci par les premiers déploiements à Kandahar. Une autre, une partie de cartes dans une tranchée, les visages noirs de terre, éclatant de rire malgré les obus qui sifflaient au loin. Et puis une troisième, un cliché flou, pris au coucher du soleil, où l'on les voyait debout sur un véhicule blindé, levant une main en signe de victoire. Des frères d'armes. Pas juste des soldats. Des hommes qui s'étaient portés l'un l'autre, parfois littéralement, au bord de la mort. Mais ce soir-là, dans le désert texan, tout les séparait. Reynolds referma l'album d'un geste lent, presque douloureux. Un peu plus tard, ils étaient tous deux assis à l'extérieur, près d'un petit feu de fortune allumé dans un baril de métal. L'air sentait le sable chaud, l'huile, et la tension. John sirotait un café brûlant dans une vieille tasse cabossée. L'amertume du liquide semblait parfaitement convenir à l'amertume de la soirée. Reynolds, les yeux rivés sur les flammes, brisa le silence. « Pourquoi ne pas simplement vendre ces documents ?» demanda-t-il sans le regarder. « Tu pourrais disparaître avec un nouveau nom, une nouvelle vie. Le marché noir aurait payé des millions. » John souffla lentement. « Parce que ce n'est pas une question d'argent, » répondit-il d'une voix calme mais ferme. « C'est une question d'honneur.
Quelque chose qu'on a perdu en cours de route. Il posa la tasse sur une pierre plate. Tu te souviens de ce qu'on disait à Kandahar? On se bat pas pour le drapeau. On se bat pour celui qui est à côté de nous. Reynolds hocha lentement la tête. Je m'en souviens. Alors comment en est-on arrivé à tuer des civils et à maquiller ça? Comment a-t-on laissé des gens comme Wexler diriger des opérations où la vérité est l'ennemi? Reynolds serra les poings. Le nom de Wexler, ancien directeur des opérations clandestines, pesait lourd, comme un rappel d'ordre reçu mais jamais digéré. Tu risques ta vie, John. Et tu me forces à choisir entre ma loyauté envers l'armée et ma conscience. John le regarda droit dans les yeux. Et moi, je te donne la chance de faire ce qu'il faut. Pas pour moi. Pas même pour les victimes. Pour nous. Pour ce qu'il reste de ce qu'on croyait défendre. Un silence tomba. Un vrai. Pas un silence de gêne, mais celui d'une fracture invisible qui s'élargit entre deux hommes, entre deux versions d'un même idéal. Reynolds prit une longue inspiration. Il observait toujours les flammes, mais son regard était ailleurs, perdu dans les dunes de l'Afghanistan, dans les ordres hurlés par radio, dans les corps qu'il n'avait jamais oubliés. Tu crois encore que la vérité peut tout réparer? John haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais je crois qu'on ne peut plus la fuir. Le feu crépitait doucement, projetant leurs ombres contre la toile de la tente, les faisant danser comme des fantômes. Reynolds murmura enfin, presque pour lui-même. Si je t'aide, ils viendront pour moi aussi. Alors on les attendra ensemble, répondit John. Et dans le regard qu'ils échangèrent, il y avait la trace indélébile de tout ce qu'ils avaient vécu. De tout ce qu'ils étaient prêts à perdre. 2 semaines plus tard, Washington était en ébullition. Dans l'aile du Capitole, la grande salle d'audience du Congrès avait été exceptionnellement réaménagée pour accueillir un événement d'une gravité historique. Les murs boisés, les portraits d'anciens présidents accrochés en hauteur, les caméras braquées dans tous les coins, tout témoignait de l'importance du moment. Des membres du Congrès, des hauts responsables du Pentagone, des journalistes, des avocats spécialisés en droit militaire et constitutionnel, tous étaient là. Et dans cette foule tendue, 2 hommes avancèrent côte à côte vers la barre des témoins. John Carter, en chemise sobre, sans aucun insigne, les traits tirés mais la tête haute. Capitaine Nathaniel Reynolds, en uniforme d'apparat, toutes ses décorations épinglées, mais l'âme dénudée. Les murmures s'arrêtèrent lorsqu'ils prêtèrent serment. Puis la vérité s'abattit sur l'assemblée comme une tempête. John parla sans détour. Il révéla les ordres non officiels, les villages effacés des cartes, les journalistes réduits au silence, les enfants tués par erreur, puis classés comme perte collatérale. Il projeta les vidéos, fit entendre les enregistrements, montra les documents déclassifiés, chaque preuve plus glaçante que la précédente. Et lorsque le président de la commission lui demanda « Pourquoi ne pas avoir gardé le silence, comme les autres ?» John répondit simplement « Parce que le silence tue plus sûrement que les balles. Et qu'un jour, je devrais regarder mon fils dans les yeux, et lui dire ce que j'ai fait quand j'avais le choix. » Puis Reynolds, dans un silence pesant, s'approcha du micro. Sa voix était grave, mais étonnamment claire. Je confirme l'authenticité des documents présentés. J'ai participé, parfois sans le vouloir, à la dissimulation d'actions contraires à notre Constitution. Ce n'est pas une trahison. C'est un acte de vérité. Et parfois, la loyauté, c'est avoir le courage de dire non. Les jours qui suivirent furent historiques. Les médias explosèrent. Les chaînes d'information coupèrent leur programmation pour diffuser en continu les extraits de l'audience. Les images de Carter et Reynolds firent le tour du monde. Dans les foyers de plusieurs familles américaines, celles dont les proches avaient disparu, en Amérique latine, des pleurs éclatèrent. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, mais aussi de soulagement, enfin, on les croyait. Des manifestations silencieuses s'organisèrent devant les bases militaires. Des soldats, en civil, déposaient des fleurs devant les portails, en mémoire de ceux qu'ils n'avaient jamais pu protéger. Le président des États-Unis, dans une allocution solennelle depuis le bureau ovale, déclara « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous avons le devoir moral d'en tirer les leçons. À partir d'aujourd'hui, toutes les opérations spéciales seront soumises à un contrôle civil indépendant.
Et les familles des victimes recevront justice, reconnaissance et réparation. Le directeur des opérations clandestines fut renvoyé. 3 généraux démissionnèrent. Des dizaines de dossiers furent rouverts. L'armée elle-même dut réviser sa doctrine sur les interventions secrètes. Quant à Reynolds, il fut suspendu de ses fonctions militaires. Mais paradoxalement, il devint une figure publique, invité dans des débats, salué comme un homme qui avait eu le courage de regarder l'inacceptable en face. Des mois plus tard, à des milliers de kilomètres de Washington, dans le nord du Montana, une ferme isolée reposait au pied de collines boisées. Là, John Carter vivait seul. Pas de télévision. Pas d'internet. Pas même de réception téléphonique fiable. Il se levait tôt, arrosait ses légumes, réparait ses clôtures, nourrissait ses chèvres. Il saluait ses voisins avec discrétion, refusait les journalistes et les demandes d'interview. Il voulait seulement respirer. Mais chaque matin, sans exception, il faisait la même chose. Il sortait une montre militaire usée, celle qu'il portait ce jour-là dans le désert. Celle qui avait affiché 14h47, au moment précis où le choix avait été fait. Il l'ouvrait, la regardait en silence. Puis il la rangeait dans la poche intérieure de sa veste. Parce qu'il savait que parfois, il suffit d'arrêter une moto, au sommet d'une route oubliée, au cœur d'un désert sans témoin, pour déclencher une révolution.